Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Plongeon consacré au travail de Henri Lamy. Le Plongeon est un podcast bimensuel dans lequel je souhaite plonger avec vous dans l'univers, le parcours et la réflexion d'artistes. Actuellement en dernière année d'études en école d'art, j'ai décidé de faire ce podcast afin de voir et d'examiner en amont et en aval ce qui se rapproche de plus en plus de la vie après un cursus en école d'art. La vie d'artiste dans un monde multiple et varié. À travers ce podcast, je vise à créer une conversation franche avec des artistes qui ont déjà ou pas emprunté le même chemin, en m'éclairant de leurs réussites, leurs défis autour de leurs pratiques. Pour ce nouvel épisode du Plongeon, j'ai eu le plaisir de m'entretenir en novembre 2023 avec Henri Lamy, période où il participait à la résidence SAFCA à Bruxelles. Artiste peintre originaire de Lyon, Henri Lamy s'inspire de nombreux voyages et rencontres qui ont jalonné son parcours artistique. Sa peinture, empreinte de couleurs, vibrante et dynamique, célèbre les relations humaines. En 2015, Henri cofonde la taverne Gutenberg, un tiers-lieu situé à Lyon. Ce lieu abrite des ateliers d'artistes, des espaces d'exposition et accueille une multitude de manifestations culturelles. Le Plongeon, une émission réalisée par Mathieu Livrieri, pour Jamais assez toujours trop. Habillage sonore, Kirker Albert. Salut Henri Lamy. Bonjour, monsieur Mathieu. Livrieri. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Dans le Plongeon. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton travail et de tout ce que tu as pu faire un peu autour de ton travail. Tu es né en 1985. Exactement. Tu es lyonnais de base? Oui. Actuellement, on est à Bruxelles en fait parce que tu fais une résidence. Je suis invité par Pierre Lombard et sa fondation qui s'appelle la SAFCA et qui s'occupe de faire de la mobilité entre les artistes un petit peu européens et africains. Ok. Et qui anime des espaces entre Bruxelles et l'Afrique du Sud. Donc du coup, tu as fait un voyage. Également, j'étais en Afrique il y a quelques mois. Entre décembre et mars, si je ne m'abuse. Ok. De toute façon, on va en reparler parce que tu voyages beaucoup, ça fait partie complète de ton travail. Maintenant, tu es peintre, hein, tu fais principalement ça, mais aussi d'autres disciplines. Tu as mis en place divers projets, plus particulièrement à Lyon, avec la taverne Gutenberg. On en reparlera plus tard. Pour présenter aussi de façon assez courte ton travail, ça s'articule autour de quoi? Quelle thématique? Je suis relativement passionné depuis l'enfance de portraits. C'est vraiment le cœur de mon travail en fait, et j'utilise la peinture au couteau au début, puis ensuite avec le goût de mes voyages, également l'envie d'expérimenter tout un tas de matériaux, de médias différents et de techniques. Parce que là, on est actuellement dans ton atelier. Là, je vois aussi sur carrosserie. Tu t'es amusé à faire. Enfin, tu t'imposes pas de limite aussi sur. Ouais, c'est dans le cadre de petites recherches que j'ai actuellement, c'est-à-dire que et je fais des ateliers notamment à Marseille où on récupère des déchets et qu'on en fait des sculptures. Donc là, j'ai récupéré ce capot sur lequel j'ai peint une scène également d'un gars qui se balade. Ouais. On sait pas trop où, il est manifestement dans la nuit en train de marcher sur une rue à LA ou quelque chose comme ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ta peinture, c'est que en fait, il y a beaucoup de couleurs déjà, ça vibre beaucoup, mais aussi ça vibre par le trait que tu donnes aussi, parce que bon, tu travailles aussi au couteau de temps en temps, toujours, mais du coup, ça crée vraiment une sorte de vibration, quelque chose de très très coloré. On a envie de s'approcher de ton travail parce qu'il interpelle, il est joyeux aussi, je trouve déjà. Eh ben merci, c'est très sympa. C'est vrai que si je peux développer un tout petit peu, la joie, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je crois qu'elle nous aide presque plus que le malheur, ou en tout cas c'est ce qui permet de transformer le malheur, parce que tout le monde le connaît. Et c'est un élément central dans le voyage, le sourire par exemple, les yeux. Donc tout se rejoint avec la pratique du portrait. Ensuite, des scènes des différents pays dans lesquels je suis allé et que j'ai eu à cœur de rencontrer soit des artistes, me familiariser avec leurs techniques et échanger un petit peu nos différentes expériences, soit avec la population et apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles langues, trouver de nouvelles sources dans leur vie quotidienne d'inspiration pour ma peinture. Ça rapproche, c'est quelque chose de très communicatif. On reparlera de tout ça parce que le voyage est vraiment fait partie un petit peu de ta production, j'ai l'impression quand même. Mais tout d'abord, la peinture n'est pas venue comme ça d'un seul coup. Il y a eu certainement un commencement. Est-ce que tu as fait des études? Pas spécialement. J'ai fait pas mal de choses dans lesquelles j'ai eu
assez peu de plaisir et de succès, passant de la com au commerce, puis le design produit, qui était finalement le plus proche de la création artistique, parce que j'ai fini par bosser en tant que DA dans une petite marque de fringues d'escalade, où je faisais la com, je créais des modèles, et donc là, il y a un point de convergence où je rencontre des artistes et le lieu du 59 Rivoli à Paris, qui est un after squat dans lequel une trentaine d'artistes étaient réunis avec des ateliers qui étaient ouverts à tous. Et en rentrant en atelier là-bas, je trouve pour la première fois une manière de à la fois exercer ma passion, en même temps la montrer à tout type de personnes, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des touristes, des gens du monde entier. T'as jamais eu peur de montrer un peu ce que tu faisais? Parce que peut-être quand tu commences, il y a cette crainte un peu du regard. C'est le trac. Ouais, bien sûr, c'est Parce sûr. que cet atelier, il me semble que, quand tu y étais, il y a du public qui passe toujours. Il y a des gens qui passaient dans ton atelier pendant que tu... La journée, mais en fait, à la fois j'ai faim, j'ai envie de vendre, et à la fois je suis un peu timide de peut-être peindre devant les gens. J'avais quand même, depuis que j'étais petit, plus ou moins la certitude que je dessinais bien, mais c'est pas tout ce qui compte. Faut aussi un peu savoir quoi dessiner et puis donner une âme. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un truc à l'époque où je rencontre certains peintres. Il y a Yann Guédor, par exemple. Il y a Frédéric Adret aussi, qui sont des gars qui bossent des portraits avec un style un peu impressionniste en gros plan, et je trouve ça impactant. Du coup, c'est vers là que je me dirige, et je fais en sorte de le faire sans avoir peur. Tu dis, allez, moi ça me plaisait pas les études, allez, j'y vais complètement, quoi. Parce que c'est ça. Tu te rendais compte que, là, ça allait... Déjà, tu faisais pas trop plaisir dans ce que tu faisais, j'avais l'impression. Tu t'es dit, si je me lance complètement, en fait. Donc, je me lance complètement, je prends mon atelier, je m'imprime des brochures, je commence mes premiers voyages, parce que j'ai toujours rêvé de voir ailleurs. Les premières expos, les premières ventes s'enchaînent à un rythme relativement régulier, en fait. Et de la même manière que les années défilent doucement, avec un certain nombre de programmes de résidence au Japon, notamment au départ, ensuite en Chine, après en Thaïlande. T'as toujours fonctionné comme ça, en fait. Est-ce que t'as la bougeotte? En fait, en quelque sorte. Sur mon siège, quand je peins, au bout de 45 minutes, je vais faire des équilibres et des coups de pied. Ouais. Et quand je reste 3 mois au même endroit, j'ai un peu envie d'en partir aussi. Donc ouais, c'est clair, c'est important pour moi de me rafraîchir l'esprit, sinon j'ai l'impression de m'embourber presque. En fait, t'as eu ce gros déclic qui était quand tu étais un peu en résidence, carrément en résidence pendant 6 mois à Rivoli. Des portraits, tout de suite. Hein, les gens. Et c'était qui ces portraits? Principalement des portraits, pas mal des petites amies ou des potes, un peu de famille, et puis un peu de commandes aussi. Donc là, des gens que je connais pas forcément. Et j'ai un site internet qui fonctionne bizarrement assez bien et sans trop de travail. Donc j'ai déjà des commandes d'Allemagne, d'Italie, du Japon, de gens que je connais pas et qui me demandent de leur faire des portraits, quoi. Ce que tu me disais, c'était que tu faisais des commandes. Et c'est quoi aussi ce regard-là? Enfin, je te pose la question, hein. Parce que aussi il y a ce côté-là où en fait peut-être des fois tu te cloisonnes, tu te mets dans une sorte de bouteille à devoir répondre à une attente, tu vois. Et toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Presque, j'ai pas envie de te contredire, mais presque l'opposé, parce qu'en fait, tu es en train de te permettre d'autres possibilités. Et tu vois ça comme une ouverture, en fait. Ouais, carrément. Parce que c'est fort aussi de peindre les gens que tu connais pas, je trouve. C'est compliqué aussi, non? En fait, c'est surtout ça, c'est que je commence à voir des gens qui me touchent énormément, et avec le gap de la langue, je suis pas forcément directement capable de communiquer. En plus, j'ai envie de laisser une trace de cette rencontre, etc. Donc, je me mets un peu à peindre la joie que je vois dans des pêcheurs ou dans des enfants aux Philippines. Je trouve une âme un peu fantasmée du samouraï au Japon. Je peins des artistes ou des paysans en Chine. Il y a pas mal de choses comme ça, de simplement en se baladant à la volée ou en discutant ou en restant un petit moment et en petite expérience avec les personnes. C'est à chaque fois différent et c'est pas calculé. Mais voilà, il y a cette chose qui se passe, qui est comme le témoin d'une rencontre, en fait. J'étais un peu jeté dans ce club. En fait, déjà, oui, t'as été accepté dans cet atelier à Rivoli. Tu as passé 6 mois.
Là, c'est quoi ton sentiment? Toi, tu te dis, bon, en fait, c'est possible. Comme mon pote Yann Kouedor me l'avait dit, c'est le temps qui te permettra d'y arriver. Donc j'ai mis le temps et j'ai eu beaucoup plus la capacité de mettre en œuvre ce rêve. Donc là, ça marche. Ouais. Je continue pendant un certain nombre de mois ou d'années de la même routine, c'est-à-dire d'être basé en France pendant quelques mois et ensuite d'aller pendant 2-3 mois ou plus voyager quelque part, explorer les possibilités. Certaines fois, je suis invité, d'autres fois, j'y vais de mon propre chef. Et voilà. Ouais, en fait, c'est cette liberté, en fait. Finalement, t'as accédé directement à cette liberté de dire, en fait, c'est possible de vivre de ça, c'est possible de... Ouais, j'ai un truc où je sens que y a déjà, parce que j'avais commencé avec des skyblogs avant d'être pro. Ouais, Et ouais. en fait, il y a déjà un environnement autour de moi qui me suit depuis super longtemps. Ok. Et tout le monde sait ce que je fais, tout le monde aime bien ce que je fais. Ouais. Et C'est une bonne équipe, quoi, derrière. Enfin, tu sais déjà que ça peut rassembler des gens et... bah ouais, mais c'est même ouais voilà, donc les choses s'organisent. J'ai des petites ventes régulières et d'ailleurs je vends pas très cher à cette époque-là et ça suffit à me rendre indépendant, à permettre d'alimenter en fait cette routine d'ateliers la plupart du temps en France à cette époque à Paris du coup et puis après de passer quelques temps ailleurs. Ouais. Toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça, aux écoles? Moi, j'en ai aucune idée parce que même en ayant passé un mois ici, à part toi et 2-3 autres étudiants, j'ai pas un énorme Ouais. aperçu de ce qu'est la vie à l'école. Néanmoins, ça a l'air sympa. Moi, c'est un peu un truc. En plus, tu vois, c'est un peu un truc qui m'a manqué quand même. J'aurais aimé faire une école, mais je me l'autorisais pas à cette époque-là. C'était pas vraiment le genre de truc que je pouvais faire avec ma famille. Donc il a fallu qu'il y ait plein d'échecs et de quêtes d'autres choses dans les domaines un peu plus sérieux, on va dire. Ouais. Pour se rendre compte que finalement c'était pas ce qui m'allait, mais Est-ce que c'était le fait que d'avoir peut-être aussi un cadre? Est-ce que ah bah ouais. le cadre de l'atelier, est-ce que tu te l'es mis aussi quand tu étais au Rivoli? C'était quoi un peu ta routine? Est-ce que tu arrives à cadrer tout de suite cette production? Parce que... En fait, je peins, je m'abrutis de peinture quoi. Je fais que ça Ouais, ouais. toute la journée. Et puis je fais de la capoeira dans les parcs aux Tuileries, qui est juste à côté avec mes potes brésiliens, Cafu, ses cousins et tout, qui lui est l'instructeur et que c'est un peu mon mentor à l'époque quoi. Et c'est lui qui me propose de mélanger les deux arts, donc la peinture et la capoeira, pour en faire une sorte de performance qui démultiplierait un peu selon le principe quoi de source d'expression quoi. Ouais, ouais, ouais. Et de mélange, enfin, ce qui est trop bien, enfin, moi, j'adore ce mélange, en fait, t'arrives à retrouver, enfin, t'as cette pratique-là, de cette danse et de la fusionner avec un autre pan de ta personnalité, la peinture. Et quand t'es à l'étranger, c'est comment un peu ta démarche? Est-ce que tu as déjà beaucoup de contacts sur place? Ou bien tu vas au gré des aventures, des Franchement, rencontres? très peu quoi. Ouais. Je mets suffisamment pour que ce soit des petits relais, de passer de l'un qui me donne l'adresse d'une galerie, de l'autre qui me loge pour un soir, ou de la troisième qui me dira bah viens, je t'emmène faire un tour et qui me fera découvrir la ville. Du coup, finalement un petit peu tout ce dont on a besoin Ouais. pour aller découvrir un autre pays quoi. Et par rapport au milieu de l'art, donc t'es avec tes toiles comme ça, t'allais démarcher des galeries à ce Ouais, moment-là? plein, Ouais. plein. T'allais toquer, tu disais quoi? Je disais ce qu'il faut pas dire, je pense. Ouais. Et du coup, les 3/4 d'entre eux me claquaient la porte au nez. Mais en vrai, j'insistais tellement qu'il y avait quand même pas mal de rencontres positives. Soit des propositions de projets, soit tout simplement de pouvoir discuter un petit peu, d'être invité à un thé avec des gens, de passer un bon moment, etc. Donc plein de rencontres humaines, plein de trucs hyper sympas, de connexions comme ça. Et puis de temps en temps, des expos. Des expos, comme il y a eu par exemple à Bangkok, où là, c'est incroyable. Je suis 2 mois, je vends 15 toiles et que je peins sur place. Je demande ma femme en mariage pendant la conférence de presse. Et puis j'ai autant de publications sur le Bangkok Post en couverture ou le Day Bulletin, qui sont des quotidiens nationaux. Donc gros succès parfois, alors que c'est vrai que tout le monde a tendance à
te recommander de ne pas aller vers les gens en leur demandant de t'exposer, mais parfois ça peut quand même fonctionner, quoi. Mais encore une fois, je trouve ça a sens même avec ton travail, quoi. Est-ce que t'es quelqu'un qui aime bien ou qui aime bien rencontrer les gens, qui aime bien, enfin même Clair. moi quand je vois ici dans le cadre de la CAM, t'es venu toquer à mon atelier, enfin salut, on se connaît pas, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Exactement. Et T'es curieux. Franchement, c'est hyper intéressant que tu le relèves comme ça parce que moi, je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Et en plus, la prochaine fois que je le ferai et que je me fais jeter, je peux leur expliquer, légitimer ma démarche mais non, mais vous savez, c'est parce que j'ai besoin de vous rencontrer. J'aime pas envoyer des putains de mails. T'as ce lien avec ton ami, ta copine de l'époque, mais pourquoi l'Asie aussi? Effectivement, je suis parti avec mon ex. Découvrir les Philippines, puis l'Asie. Pourquoi? Franchement, c'était un peu un hasard. En plus, moi, je voulais aller en Afrique depuis que j'étais petit. Ouais, donc là, rien à voir. C'était un peu un hasard, mais finalement, voilà, comme plein de choses qu'on n'attend pas, je tombe amoureux des Philippines. Je rencontre Maya, qui est la sœur d'une artiste avec laquelle j'étais en lien là-bas. On est au musée d'art moderne. Je lui dis que si elle pouvait aimer l'art et le sport, ça serait cool parce que je la trouve plutôt mignonne du reste. Et en fait, elle se dit c'est qu'est-ce taré. En plus, je lui ai dit que j'étais en chagrin d'amour, que je m'étais fait larguer. Donc, Oh mon Dieu, la totale. Non, mais tu en racontes trop, quoi. Oh. Mais finalement, elle accepte de me voir et puis on devient inséparables. Ça dure quelques années. Elle était aux Arts Déco et au Gobelin. Elle commence un métier de graphiste. Mais finalement, on est ramené à Lyon. Et là, on crée la taverne Gutenberg en famille avec papa qui propose d'utiliser un tiers d'un immeuble, d'un petit immeuble qui les possède à Guillotière. Et là, on demande aux 2 autres proprios, c'est OK. On fait la première expo, on est 3. On ramène une trentaine d'artistes qui repeignent du sol au plafond 400 mètres carrés d'immeubles avec un bar. En fait, ce que vous créez là, est-ce qu'on peut appeler ça aussi un tiers-lieu? Carrément. Ouais, je pense parce qu'il y a plein de choses qui s'y passaient à Taverne. Ouais. Alors déjà, c'est créé par des artistes, donc le but, c'est un peu l'art et pouvoir, par le biais des open studios, par le biais des expos et des actions menées avec les assos du quartier. Donc c'est des assos, il y a Awal qui sont les berbères et les enfants. Il y a l'Olivier des Sages avec Zora, paix à son âme, qui a mission incroyable pour les Chibani et le quartier en général. On se mêle à tout ça dans une joie, une ivresse incroyable. Parce que quand même aussi, c'est ça qui est souvent très compliqué avec ce genre de lieu concret. Encore une fois, j'étais, je t'ai raconté, mais oui, j'étais à Coco Velten, qui est quand même dans, c'est quoi le quartier Aix? Comment il s'appelle ce quartier? Porte de Aix, là, Quartier Rebeu. Ouais, et en fait, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup d'expositions, il y a un labo un peu d'expérimentation où les gens se retrouvent, mais ouvert au quartier, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Et moi, j'avais l'impression quand même la taverne Gutenberg, c'était ça aussi. Quand je suis aux Philippines et que je vends une toile 3000 €, je donne à une association qui s'occupe des enfants des rues. Quand je suis à la taverne et que je fais une expo pour des bourgeois, a priori, je ramène les gens du quartier, l'Olivier des Sages, les gens qui ont jamais vu une expo, ou les enfants qui ont pas forcément de quoi se faire payer un cours de peinture. Et puis on réunit tout ça, on essaye de donner ce que nous on a, un espace pour se réunir, pour manger, on organise des repas, on a fait tous les repas du Ramadan avec eux, on est potes avec la mosquée, et tu vois, il y a trop de... Et tout ce plan social, en fait, encore les gens, en fait. Bien sûr. Les gens. Et plus les horizons diffèrent, plus finalement le jeu de réunir ces publics m'intéresse parce qu'en fait ils sont presque antagonistes à la base, mais en fait de voir l'intelligence que sollicite de chaque côté en fait l'art ou l'expérience de découvrir ou de pratiquer de l'art permet vraiment à des gens de se rassembler sur un pied d'égalité, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de différence, et c'est tout le monde qui participe de la même manière, en fait. Parce que il faut quand même le noter que cette aventure, quand même, elle avait bien marqué aussi les Lyonnais, quoi, la taverne Gutenberg. Moi, j'étais jeune grenoblois, sorti de lycée à l'époque, je connaissais.
Enfin, il y avait quand même un point intécro. Oui, plus de 40 000 visiteurs pendant une année ou quoi. Ouais. Il y en a eu, peut-être, 100 000 au bout de 2, 3, 4 ans. Il y avait 500 artistes qui ont participé à des expos et c'était un gros bouillonnement parce que à la fois, il y avait une équipe qui était dynamique, qui s'est un petit peu agrandie. Il y avait même un système de volontaires, de services civiques, de stagiaires. On a eu un peu de subventions de la ville, de la région, parce en fait, ça nous intéressait d'avoir quelque chose qui serve. Ouais. Et à force de faire ça, on s'est rendu compte qu'on avait même le droit à des subventions. Parce que vous étiez une association aussi. Ça. Et en plus, c'était pas forcément notre but à la base, parce qu'on avait, comme moi dans ma démarche de peintre, et qui depuis la fin de l'adolescence s'était émancipé financièrement de ses parents, et ben pour moi la taverne elle devait se suffire à elle-même également. Donc on a fait des systèmes d'adhésion, on a fait des privates, on a fait un bar, on a fait tout un tas de choses qui nous ont permis de récolter de l'argent et de faire un chiffre d'affaires qui permet de payer les gens de l'équipe qui font les expositions, qui les commissaires, la com, l'administrateur, le trésorier, etc. quoi. Et toujours ce projet mené avec Maya. Et voilà, parce que Maya est une bête d'adaptation et de travail, donc elle a une formation à la base graphique, mais finalement elle devient un petit peu le chaperon de toutes ces opérations, parce que moi j'initie tout ça en fait, mais je participe que peu au développement au final, alors que elle est dans le truc au jour le jour. Elle ne crée pas forcément, à part de temps en temps, en performance avec moi ou autre. Mais par contre, elle gère l'équipe, elle gère les expos, les partenaires, elle gère tout. C'est incroyable pendant tout ce temps. Ouais. En fait, ce que je trouvais hyper cool, c'est quand la première fois que je suis allé au 59 et que j'ai été enchanté de ma visite, les gens, j'essayais de leur expliquer et ils me disaient, mais c'est quoi? Et en fait, j'avais du mal, tu sais, au début, quand tu vas là-bas, t'es pas trop capable de dire ce que c'est. T'as des gens un peu fantaisistes ou que tu croises avec des styles de vie que tu connais pas en tant qu'étudiant, tu vois. Et en fait, là, c'était ça qui me plaisait aussi. Et je crois que c'est un peu la manière qu'on peut avoir de faire changer des modes de vie, des modes de pensée, parce que en fait, on a une rupture. Avant, on fait ça. Avant, on a un bar. Avant, on a une galerie. Avant, on a une asso. Avant, on a une salle de concert ou tu vois. Et maintenant, on a tout en un. Ouais. Et en plus, c'est ouvert à tout. Il y a une partie qui est gratuite en fonction des publics. Donc, ça prend plus en compte les disparités, en fait, je pense. Ouais. Mais c'est un mélange de tout. Ouais. Alors, on a à la fois les gars des Nuits Sonores qui organisent les extras du festival. Donc, on a 5000 personnes qui font la teuf dans la rue et dans l'immeuble. On a à la fois les repas du Ramadan. On a à la fois le musée Gadagne avec lequel j'organise des visites du quartier pour simplement dire qu'est-ce qui m'inspire comme initiative culturelle ou citoyenne. On a en fait une foultitude d'acteurs qui se bousculent au portillon pour finalement juste avoir le nom taverne avec eux. Ouais. Et donc il y a l'Original Festival qui est un festival de hip-hop, il y a le BD Festival, enfin il y a vraiment tout un tas de publics hyper divers et variés qui se réunissent. Moi, j'ai certains de mes collectionneurs qui saisissent l'occasion pour qu'on fasse des séminaires team building avec des gens qui volent de l'Europe entière pour venir apprendre à danser et à peindre en même temps. Ouais. Un grand bordel, très fatigant, qui fait que je crois au bout d'un moment, tout le monde en a un petit peu marre. Il y a une scission qui se crée dans l'équipe et la grosse partie de l'équipe part ouvrir les Halles du Faubourg. Les Halles du Faubourg, c'est un bâtiment qui est l'ancienne usine Lys Charmel, qui fait 2000 mètres carrés avec un jardin. Il y a une radio, il y a des conférences sur l'Anthropocène, il y a un pôle d'association. Donc c'est un projet encore plus gros, géré par la taverne. Toujours, ouais. Vous avez toujours parce que donc il y a une scission un peu de l'équipe parce que peut-être il y a une dynamique qui était plus là, ou toi en fait t'avais plus envie de cette dynamique. Il y a à la fois le fait que j'initie beaucoup les choses et que j'ai parfois un peu du mal à les gérer, et du coup aussi que l'équipe très dynamique et investie au bout d'un moment dessiner quelque chose qui leur ressemblait plus peut-être, et que moi je me trouvais un peu pas dépossédé de mon rêve, mais en tout cas plus forcément y trouver mon compte. Donc l'envie de reprendre un petit peu le contrôle, rechanger à nouveau les choses. Ouais.
et pas avoir, ouais, et à chaque fois de ne pas avoir peur, ouais, de rebasculer un peu les règles, de dire bon bah on a ça. C'est pour te refaire. Non mais ouais un peu, mais est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait faire aussi, tu vois, tout le temps. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les résidences, c'est cool aussi. C'est parce que t'arrives, y a rien, tu fais tout, et après tu remballes tout, il y a plus rien. Ouais, tu vois. Oui, non mais ouais. C'est du chaos à la création en permanence et de réinventer les espaces toujours en fait aussi. Parce que c'est comme un atelier quand t'arrives, t'as un temps d'adaptation. À un moment donné, ça fonctionne bien. Et à un moment donné, bon, t'es lassé, t'en peux plus. Et de la même manière que j'ai observé dans plein d'autres résidences, que notamment au 59, même si je les adore tous, je trouve que pour moi, beaucoup des gens qui restent longtemps ont tendance à être un peu moins dynamiques que ceux qui savent qu'ils sont là pour 3 ou 6 mois et qu'ils ont tout à donner. Non, mais je vois carrément, je fonctionne un peu comme ça aussi. Enfin, l'atelier, genre, je pars, je sais pas, 2 semaines, et je sais, il me reste juste 2 semaines de peinture. Alors là, pendant les 2 semaines, je peux dire, ça y va. Mais oui, mais, après, ouais, c'est suivant les tempéraments, mais, moi aussi, je trouve que ça fonctionne bien. Et en tant qu'artiste, d'arriver à créer cette émulsion dans plein de gens, toi, ça t'a apporté quoi aussi dans ton travail? Je pense que je peux avoir le travers de me faire plaisir à moi tout seul. Par exemple, quand j'étais petit, je passais des heures à dessiner contre mon cahier, et ça me faisait plaisir que les gens le voient pas forcément. Ouais. Mais en grandissant, plus je me mets à dessiner les gens autour de moi, déjà, j'ai l'impression que c'est une manière un peu d'aller vers eux parce qu'ils m'intéressent, et que je me suis rendu compte que je vis pas tout seul. Donc, c'est un peu ma contribution à moi-même. Je donne le meilleur de ce que je peux donner aux autres. Ouais. Et c'est via la peinture ou le dessin ou les projets culturels, artistiques, quoi. Et juste pour terminer aussi, je pense que ça montre aussi vraiment ce projet de toute la foule que ça a pu amener, même de différents acteurs, un manque cruel d'espace comme ça. Mais c'est vrai parce que en fait, si tout le monde court vers déjà parce que le projet était bon, hein, parce qu'il y avait quand même graphiquement, enfin esthétiquement, tout était bon. Enfin, moi je trouvais que moi ça m'avait marqué. Hein. Ah, merci. Et mais parce que oui, il y a ce problème-là de ces lieux qui sont de plus en plus compliqués des fois à ouvrir. En fait, ce que je trouve cool, c'est que déjà à notre humble échelle, on est un petit peu contribué à faire évoluer les idées de ce côté-là, parce que après nous, il y avait Superposition. Ensuite, il y a eu des festivals. Mais tu sais quoi, mais trop marrant, mais super faux, mais de ouf. Ils ont fait Peinture Fraîche, non? Bah ouais. Peinture Fraîche, Zoo Art Show, il y a eu tout un tas de projets que j'ai vu émerger à Lyon et qui étaient un petit peu sur cette lancée. Mais on n'avait rien créé, hein. On s'était nous-mêmes inspirés du 59 ou d'autres lieux. Mais vous vous êtes dit, bon, même tu sais, en ville de province, à Lyon, parce que, désolé, mais il y a toujours un peu ce là quand même, hein, mais d'instaurer un peu des cœurs de création, quoi. Ça fait il y en avait qui étaient fermés au public, genre la Friche. Donc ça, c'était cool pour les artistes, mais ça leur permettait pas de montrer leur travail ou d'être en interaction avec le public. Ouais. Mais ouais, ok. Trop bien. Et là, tu veux faire quoi maintenant? De la BD. De la BD? Non, ah ouais? Ouais. Ah ouais, là, c'est toi qui t'excite en ce moment de... Ah, ça fait des années que je concocte des petits trucs, des petits carnets sur le côté, mais il va falloir que je me mette un peu plus dedans à un moment, parce que j'adore dessiner aussi dehors ou rapidement. Tu vois, il y a cette rapidité d'exécution et en même temps de décomposition de l'action. Ça peut être un peu autobiographique, encore plus descriptif d'une vraie scène, d'une vraie action qui se déroule, une chronologie, etc. Je l'ai fait, par exemple, pour l'anniversaire de ma femme. L'année dernière, j'ai synthétisé 10 ans de relation dans une petite BD. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est marrant je trouve ça marrant que tu me dises la BD. Je commençais là-dessus, je voulais trouver un truc intéressant. J'ai pas trouvé d'autre que ça, mais au moins c'est vrai, quoi. Ouais, ok. Et je voulais t'impressionner, encore une fois. Je t'ai dit, c'est mon problème parfois. Par contre, c'est vrai que la BD, j'ai commencé par le dessin, donc c'est le truc que... Mais oui, parce que là, maintenant, t'es sur des grands formats, genre, tu te laisses, tu sais, il y a un truc vraiment, en plus, la danse, quoi. Tu incorpores ça dans ta pratique. Je trouve que des fois, le dessin, on casse un peu ce mouvement. Vu qu'on est plus sur une feuille, on est mesuré. Enfin, tu vois, là, c'est un gros contraste, je trouve. C'est vrai. Ouais. Et à moi de trouver le pont entre les deux, ou pas, hein, d'ailleurs. C'est pas forcément obligé que ça soit cohérent. De toute façon, en fait, tu veux te faire plaisir, quoi. Ouais. C'est ça, peut-être le plus important, en fait, dans l'art, c'est ça, c'est de se faire plaisir. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Eh ben, merci beaucoup, Henri. Merci à toi, Mathieu. D'avoir accepté. Et puis, de toute façon, on retrouve ton travail sur Instagram. Hein, t'as un bon compte Instagram.
Et t'as un site aussi? Il faut que je le dise, Henri _ Lamy. Ouais. Et site henrilamy.com. Eh ben, nickel. Et on se revoit à Marseille. Ouais, carrément. Merci d'avoir écouté cet épisode du Plongeon. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions sur le site internet de JamaisAsseToujourstro.fr, ainsi que sur notre YouTube, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. À très vite.